Bonjour à tous, bienvenue à Personne n'en parle. Aujourd'hui, on vous présente une émission spéciale sur la fermeture de l'usine Whirlpool à Montmagny. Le 14 mai 2024, ça a fait 20 ans que cette usine-là a fermé, mais ça a quand même laissé beaucoup de traces dans la région. Alors ce soir, pour vous, on a des panélistes dynamiques qui ont beaucoup de choses à nous dire. Bonne émission! L'histoire des poêles Bélanger, c'est 137 ans d'histoire en plein cœur du centre-ville de Montmagny. Son histoire revêt une importance capitale pour bien comprendre l'histoire industrielle de Montmagny. Nous désirons remercier la Société d'histoire de Montmagny qui nous ont fourni tous les documents d'archives qui nous ont servi à produire cette petite capsule historique. Un merci tout spécial à Émile Gagné pour sa passion de l'histoire. L'histoire de Bélanger, c'est 4 générations de travailleuses et travailleurs portés par le dynamisme et l'innovation de ses propriétaires. Pendant plus d'1 siècle, l'usine a laissé une trace indélébile dans la vie des citoyens de la région de Montmagny. Amand Bélanger est né en 1846 à Saint-Pierre-de-la-Rivière-du-Sud. Il a tout d'abord débuté sa carrière dans le domaine des pêches pour ensuite se tourner comme apprenti mouleur dans le domaine de la fonte. C'est en 1867, la même année que la Confédération, que la première usine Bélanger vit le jour dans un petit atelier à Saint-Pierre-de-la-Rivière-du-Sud où M. Bélanger produisait des charrues et des chaudrons. C'est en 1872 que M. Bélanger fait le grand saut, s'installe à Montmagny dans une modeste usine en plein cœur du centre-ville. Entre 1890 et 1950, la compagnie a été à la fine pointe de la technologie, produisant des articles adaptés aux besoins des réalités locales. En plus des poêles à bois, la compagnie fabrique des instruments aratoires, des fournaises et bien plus. En 1907, Amand Bélanger cède son entreprise à son fils, Joseph Adrien. À la suite du décès de ce dernier, en 1913, Amand Bélanger vend son entreprise à un groupe d'hommes d'affaires de Montmagny. Durant la crise des années 30, le gérant de l'époque se voit dans l'obligation de limiter la production. Malgré ce ralentissement, l'entreprise connaît 2 belles décennies. Dans les années 40, elle ouvre même des succursales à Québec, à Sherbrooke et à Ottawa. En 1942, l'entreprise participe même à l'effort de guerre en produisant des grenades sous-marines. En 1954, on procède à un agrandissement pour y inclure une chaîne d'assemblage pour les cuisinières électriques et au gaz. En 1960, Corpex acquiert la compagnie et l'entreprise change 2 fois de propriétaire jusqu'en 1979, l'année d'acquisition par Admiral, jusqu'à sa faillite en 1981. Par la suite, elle est fusionnée à Inglis en 1982 et par la suite à Whirlpool jusqu'en 2004. En 2004, Whirlpool ferme l'usine et 600 travailleuses et travailleurs perdent leur emploi. Donc, après ce bref saut dans le passé, maintenant, on revient un peu plus vers le début des années 2000. Mais premièrement, je me présente, Cathy Desjardins, je suis journaliste au Journal Loi Blanche. Puis aujourd'hui, je vais être animatrice en compagnie de ma collègue Christine Talbot, qui est conseillère en communication au CAE Montmagny-Lillet. Bonjour Christine, je te laisse la parole. Bonjour Cathy, merci. Donc, on va faire un tour de table pour se présenter. Je vais vous demander de vous nommer, mais aussi de mentionner quelles étaient vos fonctions et vos tâches pendant cette période-là de l'annonce de la fermeture. Donc, Mme Cloutier. Alors, Nathalie Cloutier, alors à compter d'avril 2004, j'étais directrice générale du CLD de la MRC de Montmagny. C'était l'organisme responsable du développement économique de la région. Merci. Bonsoir, mon nom est Mireille Thibault.
En 2002, au moment de l'annonce, j'étais directrice générale du Centre d'aide et de recherche d'emploi à Montmagny-Lillet. Et au moment de la fermeture en mai 2004, j'étais attachée politique du député provincial Norbert Morin. Bonsoir, Sylvie Boulay. Les dernières années en fonction chez Whirlpool, j'étais au service des ressources humaines, agente aux ressources humaines. Alors, ça engendrait tout l'aspect humain et les mouvements de main-d'œuvre et tout ce qui était la planification. Puis lors de la fermeture de Whirlpool, ça faisait environ combien d'années que vous étiez à l'usine? Alors, à la fermeture de l'usine, ça faisait 25 ans. 25 ans de loyaux travaux, de travail chez Whirlpool. D'accord. Merci. Bonjour, Pierre Malenfant. En 2004, j'étais directeur d'usine de l'usine Whirlpool à Montmagny. Alors, merci beaucoup. On va commencer par vous, M. Malenfant. Dites-moi, comment tout a commencé pour vous chez Whirlpool? 1984, ingénieur d'usine à ce moment-là, et différents postes de 84 jusqu'à 1999 où je suis devenu directeur de l'usine. Est-ce que pour vous, c'était un objectif éventuellement de devenir directeur comme ça ou bien c'est arrivé simplement? Je vais avouer que oui. Je pense que ça arrive jamais simplement. Je pense que s'il n'y a pas le désir, ça ne peut pas arriver. Qu'est-ce qu'on produisait à l'usine à sa fermeture? Les cuisinières, du produit de cuisson, strictement. Okay. On pouvait en produire combien par jour? Ça variait, on avait des hautes saisons, là, à 1200, les basses périodes, c'était 800, donc environ 1000 appareils par jour. OK, parfait, merci. Et combien d'employés à la fermeture étaient présents? Il y avait 600 employés, incluant les employés syndiqués plus les employés cadres. Donc là, c'était pas mal le maximum qu'on a eu, ou bien est-ce qu'il y a des moments où il y en a eu plus on a que ça? peut-être été jusqu'à 650 à un moment donné, mais c'était dans ces eaux-là. OK. Quand même. On va venir au vif du sujet. Dites-moi, comment s'est déroulée l'annonce de la fermeture? Bien, en fait, début des années 2000, Whirlpool avait un excédent de production dans les produits de cuisson avec 3 usines en Amérique du Nord. Et en 2001, ils ont décidé de faire une étude de rationalisation pour voir s'il n'y avait pas des économies d'échelle à faire. Malheureusement, en 2002, cette étude-là s'est terminée avec, malheureusement, la décision de fermer l'usine de Montmagny. Est-ce que cette étude-là était connue des employés ou seulement plus la direction? En 2001, oui, ça avait été annoncé qu'il y avait une étude de fait. OK. Donc, pour vous, pour l'équipe de direction, c'est important de l'annoncer dès la connaissance de la fermeture? Ouais, quand la décision était prise par souci de respect des employés, de faire une annonce tôt, ça leur permettait de prévoir d'avance. Et de toute façon, la décision était prise, donc on n'avait pas à cacher ça. Tout à fait. Merci beaucoup. Donc, Madame Boulay, dites-moi, comment est-ce que les employés, est-ce que cette annonce a été une surprise pour les employés? Bien, je pense comme être humain, on pense qu'il va y avoir une durabilité de notre travail, qu'on est un peu dans le déni, on pense toujours qu'il va y avoir un sauveur, puis que ça va se poursuivre et on essaie de comprendre les raisons qui sont aussi difficiles pour moi et pour bien d'autres d'accepter cette décision-là. Comme M. Malenfant le disait, c'est sûr que c'est des décisions administratives, hein, puis tout est aspect économique, puis ils n'ont quand même pas improvisé la fermeture de l'usine. Il y a eu une grande réflexion à ce sujet-là. Puis le jour où on t'annonce cette mauvaise nouvelle-là, parce que c'était pas une bonne nouvelle, là, disons que on reste très saisi de cette situation-là, puis là, on dirait que le hamster, il va à 2 puis 3 vitesses plus grandes qu'on est capable de l'imaginer. Fait que c'est les émotions, c'est de l'insécurité, tu as tes collègues de travail autour, puis tu vois les réactions de ces gens-là, et disons que on avait la nouvelle, puis on l'attendait. C'était aussi l'attente de cette nouvelle-là, puis comme M. Malenfant le mentionne, de la prendre 2 ans d'avance, oui, ça nous permet de planifier autre chose, puis de voir notre avenir différemment. Et de croire aussi qu'il faut se prendre en main, puis on est bien dans nos pantoufles quand nos pantoufles sont toujours confortables.
Mais l'aspect de perdre ton travail puis de reviser ton orientation professionnelle, personnelle. Et il y a un dicton qui dit qu'un malheur n'arrive jamais seul. Alors, dans cette période de 2002-2004, mon conjoint travaillait dans le secteur du textile et a aussi perdu son travail. Alors, on a dû faire face à des montagnes russes, puis en même temps de se dire, bien, il faut aller de l'avant aujourd'hui. Il faut vraiment aller de l'avant. L'aspect positif fait en sorte que tu t'accroches à autre chose, mais ça crée des inquiétudes, des interrogations et puis de l'aspect familial. Hein. Tu es jeune maman aussi, puis tu remets en considération l'âge que tu as actuellement. Puis tu as des gens qui étaient encore plus âgés que moi, alors pour eux, de revoir l'avenir, ils le voyaient comment? Ils le voyaient difficilement. Là. À revivre tout ça ce soir, c'est quand même une émotion, puis en même temps, de voir l'aspect historique, puis où on en est rendu aujourd'hui. Vous en pensez quoi, M. Malenfant? Mon Dieu. C'est sûr que ça fait un petit peu bizarre de ressasser ça. Les émotions viennent quand même. Là. Mais effectivement, on se relève. Oui. On se relève. Oui, exactement. Puis la présence de M. Malenfant, puis de nous raconter aussi ses souvenirs, puis on en a partagé un peu sur l'heure du souper tout à l'heure, puis c'était vraiment encore très intéressant d'entendre tout ça, puis que ça soit dans notre mémoire aussi frais. Puis tout l'aspect productivité, toutes les installations de Whirlpool, l'historique des décisions, etc. Moi, ce soir, là, ça m'a permis de comprendre un peu plus les décisions qui ont été prises concernant cette avenue-là de Whirlpool. Tu sais, 20 ans après, c'est pas plus facile, les 20 prochaines années, on ne connaît pas l'avenir, mais je pense qu'aujourd'hui, on en est sorti grandissant, personnellement et professionnellement aussi. Comment s'est passée la période de transition à l'intérieur de l'usine, à l'intérieur des bureaux? Ah, bien, je pense que c'était plus au quotidien. Il y avait aussi tout l'aspect de revoir aussi ton orientation personnelle, professionnelle. On ne se le cachera pas, il y avait quand même des employés qui étaient illettrés, puis pour eux autres, se retrouver un travail, c'était pas facile. Tu sais, ça prenait aussi un secondaire 5 pour pouvoir continuer dans une autre entreprise. Des réflexions, moi j'ai rencontré des gens pour leur apporter aussi une réflexion sur est-ce que dans les prochains mois, vous voulez retourner aux études? Voulez-vous faire un perfectionnement, faire une carrière différente, de réfléchir à ce qui est possible pour nous tous, là, et qui était possible, plus le comité de reclassement, tout l'aspect aussi, faire une recherche d'emploi. C'était pas inné non plus de passer des entrevues là, dans ces années-là. Les gens qui ont travaillé chez Whirlpool ou bien qui ont commencé chez Bélanger, les entrevues, ils ne connaissaient pas ça. Là. Fait que c'était toute une formation, puis on a quand même été bien encadrés. On n'a pas été laissés à nous-mêmes, pas du tout, là, parce qu'il y a eu des partenaires, il y a eu beaucoup d'intervenants. Ça nous a permis d'avancer dans... Tu sais, c'est un deuil aussi. Hein. On a quand même rencontré des difficultés, puis tes préoccupations puis tes obligations changent. Tes priorités changent aussi dans ta vie, là, familiale et personnelle. C'est sûr que, comme Pierre disait, d'annoncer 2 ans d'avance, bien, tu t'en vas pas t'acheter une maison. Fait que tes investissements, bien, tu es plus raisonnable à tes réflexions pour l'avenir. Puis... Est-ce que vous êtes mis justement tout de suite en mode, en tout cas du côté des employés, est-ce que vous êtes mis tout de suite en mode action, un peu essayer de trouver qu'est-ce qu'on va faire dans 2 ans, ou bien est-ce qu'il y a eu une espèce d'atmosphère de déni un peu de « oh, c'est juste dans 2 ans, on a du temps encore » J'ai pas nécessairement la réponse parce que, tu sais, les gens l'ont vécu de façon très personnelle. Tu as des gens qui ont arrêté un peu de parler, qui étaient plus réservés, plus à l'écart. Des gens qui étaient révoltés, qui avaient des propos pas toujours gracieux, puis, tu sais, la colère, hein, c'est normal, ou ben, c'est pas normal, mais tu as des émotions dans tout ça. Puis, c'est un aspect que je vous dirais qui est sensible aussi. Il y a une partie sensible de cette situation-là parce qu'on ne l'a pas choisi. Hein? Ce n'est pas notre choix personnel. Si tu décides, bien, je m'en vais travailler ailleurs parce que tu as une opportunité et que c'est possible, bien, c'est bien correct. Mais là, quand tu es dans l'obligation, puis vous savez, une stabilité d'emploi aujourd'hui, 30-35 ans, je ne suis pas sûre qu'on va encore connaître ça.
Tandis que nous, dans ces années-là, chez Whirlpool, il y a des employés qui ont fait 30, 35 puis 40 ans d'ancienneté dans l'usine, là. Fait que quand on parle de génération, bien, il y a de la 3e puis 4e génération qui ont travaillé chez Whirlpool. Moi, mon grand-père a travaillé là, mon père a travaillé là. Fait que c'est une belle histoire. C'est une belle histoire, puis un bel héritage aussi. Et de là que la fierté reste encore. Bien, vous parlez de la fierté, justement. Oui. Qu'est-ce qui rend les gens fiers d'avoir travaillé chez Whirlpool? Bien, la reconnaissance, la fierté des produits qui étaient vendus sur le marché. Ce que tu entendais, là, hein, vous vous rappelez de l'annonce là, de mon beau poêle Bélanger, là. Mais je veux dire, le marketing a suivi ces années-là, là. Puis même encore aujourd'hui, j'ai à choisir des électroménagers. C'est certain que ça va être Whirlpool. Parce que dans mon cœur, puis dans ma tête, c'est encore l'aspect, le monteur, sa ligne, là, qui visse, là, puis qui met son dessus, puis ses éléments ou quoi que ce soit, ou tout ça, il le faisait avec cœur et intérêt, là. Tu sais, puis à la fin de la journée, là, quand on rencontrait notre productivité, hein, Pierre, tu te rappelles, si on avait 850 cuisinières à bâtir, puis il y en avait fait 875, bien, tous les jours, c'était une victoire pour ces gens-là. Puis d'améliorer la productivité, puis les employés étaient quand même consultés pour aider aussi à l'amélioration de l'assemblage. L'équipe recherche et développement consultait aussi les employés. Ils étaient considérés, là. Ils étaient vraiment considérés. De nos recherches, on trouvait beaucoup que les gens mentionnent particulièrement que Whirlpool, comparé à beaucoup d'employeurs dans la région de Montmagny à cette époque-là, avait des emplois de qualité. Qu'est-ce qui était si génial, justement, de travailler chez Whirlpool? C'était quoi les conditions qui étaient... Bien, je vous dirais que les horaires de travail, la proximité aussi, c'était quand même au centre-ville. Je peux ajouter que l'aspect administratif, tout ce qui était santé et sécurité au travail, on avait des professionnels sur place aussi, tout l'aspect formation, l'accueil des employés. On avait aussi des gens de l'extérieur qui venaient travailler à Montmagny puis qui étaient très heureux aussi d'être à Montmagny. Qu'est-ce que je peux ajouter d'autre? Les mots me manquent, là. Je ne sais pas si Pierre, tu aurais peut-être un complément, toi? Les conditions étaient bonnes. Bien, les conditions de travail étaient quand même bien. bonnes, L'environnement était, on mettait justement un environnement sécuritaire. La sécurité, c'était une des priorités. Donc, ça faisait c'était l'entretien, oui. La propreté des lieux. Oui. Un peu tout ça. D'accord. Oui. Merci. Donc, on va... dans le fond, on va terminer peut-être ce petit segment-là en parlant. Quel a été, dans le fond, parce que les employés ont demeuré jusqu'à la toute fin avec ce sentiment d'appartenance-là très fort, quel a été l'incitatif pour rester jusqu'à la fin? Quelle a été la prime de séparation? En fait, Whirlpool nous autorisait comme prime de départ 2 semaines de salaire par année de service. Et par bloc de 5 ans supplémentaires, on avait eu 1 semaine de plus qui s'ajoutait à cette prime de départ-là. Ça nous laissait... On devait être là à la dernière journée. Il fallait être loyal aussi envers l'employeur. Je vous dirais que des opportunités qui ont été présentées à des employés aussi à l'interne, puis avec des belles conditions de travail, puis ils ont resté jusqu'à la fin. Parce qu'ils ont dit, on est là du premier jour à la dernière journée. Ça, c'était dans les yeux de tout le monde, là. Moi, la première, on m'avait offert un travail très intéressant. Puis, j'y ai réfléchi. Puis, j'ai dit, non, il faut être loyal et on est là. Puis ça a été une grande qualité des employés, là. Sincèrement, là. Les journaux de l'époque en parlent même de la loyauté, de la tête haute des employés qui ont, jusqu'à la fin, ont rendu le service. Oui, puis le respect entre chaque individu, là. Entre l'administration, les contremaîtres, tout l'aspect humain a été exceptionnel. C'est pour ça que je vous dis qu'il en reste encore des traces, là. Il en reste encore des émotions. Puis, Est-ce que justement, je crois que c'est la très, très grande majorité des employés qui sont restés jusqu'à la fin? Je crois avoir lu qu'il y en a une 50aine qui sont partis quelques mois avant, ceux qui avaient été engagés dans
dans la dernière année, je crois, avant la fermeture. Mais quand même, la dernière journée, il y avait presque 600 personnes quand même qui étaient encore là. Donc, c'est un sentiment qui était généralisé, dans le fond. Ah oui, oui, oui. Puis, oui, un sentiment qui était contagieux. D'accord. Alors, Madame Cloutier, je vais me tourner vers vous. Comment avez-vous réagi suite à l'annonce de la fermeture? Vous étiez nouvellement arrivée quand tout ça a débuté. Mais quand la fermeture était annoncée en 2002, je n'étais pas Oui. au CLD. Moi, je suis arrivée à quelques jours, 4 semaines de la fermeture des ports. Toutefois, je me souviens, je suis dans la région, donc on ne peut pas ne pas se souvenir de ça. Je pense que le premier sentiment qu'on a, outre le choc économique de la région, c'est d'abord la pensée vers les employés. Parce que Sylvie l'a bien dit, en a bien témoigné. C'est des gens qui ont des décennies de travail au sein de l'entreprise. Des fois, c'est de père en fils ou de père en fille, de grand-père. Donc, il y a tout un esprit d'appartenance. C'est un choc social, c'est un choc personnel. Donc, c'est beaucoup cet élément-là d'abord, je pense, qui, en tant que citoyen de la région, je pense qu'il venait nous chercher aussi. Puis il y a eu aussi dans cette période-là, je me souviens 2002 à 2004, là, de l'externe, hein, il y avait toujours à un moment donné le sentiment, bien, est-ce que ça va vraiment fermer? Est-ce qu'il ne pourrait pas arriver quelque chose qui fait que finalement la décision serait réversible? Et puis on était aussi dans des périodes régionalement où avant, là, il y a eu en 2002 l'annonce de la fermeture. 2003, on a commencé à avoir des fermetures dans le secteur du textile. À Montmagny aussi, ça a commencé avec Cavalier Textile en 2003. Et là, fait que là, on voyait aussi toutes les difficultés qu'il y avait dans d'autres secteurs. Donc, c'est un peu comme ça. Donc, c'est peut-être pas personnellement, mais en tant que citoyenne locale, la façon qu'on percevait la situation. Quelles ont été les autres industries? Vous me parlez du textile, là. Il y en a quelques-unes, je pense, qui ont poursuivi aussi là, dans ce type d'annonce. Oui, là. tout à fait, parce qu'on a eu, après Consoltex en 2003, il y a eu Whirlpool en 2004. Ensuite, il y a eu c'est Cavalier Textile d'abord en 2003, je ne sais pas, je me souviens plus si c'est ça que j'ai vu. Oui, 2003. Ensuite, il y a eu Consoltex qui a fermé. Ensuite, il y a eu Bermatex qui a suivi. Fait que dans l'espace de 2004 à 2007, 2003 à 2007, on a eu comme 4 grosses entreprises à 850 emplois. Après ça, on a commencé à avoir des impacts dans l'industrie du meuble. 2008, c'était même Morigeau. Donc, il y a eu comme toute une série. C'est dans une région qui est très manufacturière dans l'âme. C'est une tradition manufacturière dans la région. Mm-hmm. Donc, il y avait tout ça aussi en même temps là, qui était dans la trame de fond de la fermeture de Whirlpool. Puis, du point de vue de comment une équipe au CLD reçoit ces fermetures-là, comment ça s'est vécu pour l'équipe de votre côté? Bien, je pense qu'il y a eu la période 2002-2004 où je suis peut-être moins habilitée à témoigner parce que je n'étais pas là, mais il y avait eu beaucoup de mobilisation avec un leadership qui avait été assumé par le maire de Montmagny de l'époque, M. Jean-Claude Croteau. Je pense même que l'entreprise Whirlpool lui avait demandé de prendre en main la relance puis la vente de l'entreprise, là, quand je relève des citations de l'époque. Fait qu'il y avait une grande mobilisation régionale à l'époque pour essayer de trouver des solutions. Moi, je suis arrivée en 2004, je vous dis le mois avant la fermeture. Moi, à ma deuxième journée, ma première réunion, c'était avec le maire de Montmagny et un représentant de Whirlpool de Chicago pour préparer la fermeture des ports. Après ça, moi, ce qu'on a ressenti beaucoup, nous, il y avait... parce que moi, je suis arrivée en 2004, dans le regard de 2004, moi, j'avais senti de l'essoufflement de la part des leaders. C'était 2 ans à travailler sur des comités, à croire, à s'investir, à chercher des solutions, à supporter beaucoup les employés aussi, puis je pense qu'il fallait que ce soit la priorité, assurément. Mais on s'entend en 2004 de voir, bien, finalement, ça ferme vraiment. Hein? Puis moi, je me souviens de la journée de la fermeture, d'être venue, puis on voyait les 600 employés sortir de l'usine, un après l'autre. Puis qu'il y avait quelque chose qui était... c'était un choc collectif là, qui se vivait à ce moment-là. Et après ça, bien, il y avait comme cet essoufflement des leaders-là. Puis là, il fallait travailler économiquement à se redonner confiance, je pense. Hein? On parlait beaucoup de sentiment de fierté de Whirlpool, mais il fallait aussi voir qu'est-ce qui générait de la fierté ailleurs dans la région que Whirlpool. Alors, fait que nous, il y a été les plusieurs mois, c'est sûr que cette fermeture-là a dicté beaucoup le travail, moi, de mes premières années au CLD puis de l'équipe. Et donc, on était beaucoup l'aspect fierté. Puis l'aspect, qu'est-ce qu'on fait pour la relance? Est-ce qu'on est capable d'attirer de nouvelles entreprises? Est-ce qu'on est capable d'aider celles qui sont là? Fait que ça a teinté pas mal les premiers plans d'action du travail. Je comprends. Merci.
Alors, Madame Thibault, je vais me tourner vers vous. Comment avez-vous reçu, vous, comme directrice au CAR, cette annonce-là? Mais tout d'abord, c'est toujours un choc quand on entend ce genre de nouvelles. Il faut comprendre que le CAR, c'est un centre d'aide. Ce qui fait que les professionnels qui y travaillent sont là, ils sont habitués. Bien qu'on ne s'habitue jamais à des drames comme ceux-là, mais on était outillés pour faire face à la situation. Alors, c'était une très mauvaise nouvelle, mais en même temps, on savait qu'on pourrait bien accompagner les travailleurs parce qu'on avait les outils et on avait l'équipe de professionnels pour le faire. À une petite échelle, il va sans dire. Même si c'était un aussi gros employeur, parce qu'on parle quand même de la fermeture à l'époque de ce qui était le plus grand employeur de Montmagny, là, quand même, vous étiez équipés pour faire face à ça. Il faut voir une chose, c'est que le CAR était sous entente de gestion avec, si ma mémoire est fidèle, ça s'appelait le Centre local d'emploi à l'époque. Alors, le centre local, lui, avait les ressources et pouvait aller à Québec dans la banque pour aller chercher les ressources pour y arriver. Ce qui fait que nous, le CAR est devenu un partenaire du Centre local d'emploi sous la direction à l'époque de Guylaine Bilodeau, qui était quelqu'un qui était très dynamique. Donc, on avait cette possibilité-là parce que le CAR, son quotidien, c'était d'animer des ateliers de recherche d'emploi, donc d'aider les gens à faire un curriculum vitae, des techniques pour passer des entrevues, des questions et réponses, comment on s'y prépare. Et on a entendu tout à l'heure Sylvie dire, les gens entraient chez Whirlpool ou chez Iglis ou chez Bélanger et pour plusieurs, ils ont passé leur vie. Ce qui fait que des entrevues, les gens en question n'avaient pas vraiment à les vivre. Donc, le rôle était d'autant plus important de les préparer à passer des entrevues. On avait tout le volet social également au CAR, dans notre relation d'aide, où il y avait les aspects de deuil, les techniques, les étapes du deuil, et tout ce qu'on avait en confiance en soi et ou en estime de soi. Alors, rapidement, quand on a appris la nouvelle, alors j'ai levé la main comme directrice, j'ai avisé mon conseil d'administration, j'ai levé la main pour pouvoir offrir au Centre local d'emploi notre collaboration pour prendre en charge une partie des travailleurs. Ce qu'il faut voir, c'est que la pire chose qu'on peut faire dans cette situation comme ça, c'est l'inaction. Et on le dit toujours parce qu'à l'époque, on animait ce qu'on appelle des clubs de recherche d'emploi. Et le leitmotiv était « il faut déstabiliser pour passer à l'action ». Donc, on comprend que les travailleurs étaient lourdement déstabilisés. Donc, malgré tout, c'était quand même une fenêtre d'opportunité très importante pour s'assurer qu'ils passent à l'action. Oui, il y avait plusieurs étapes, le déni et tout ça, mais on était outillés à petite échelle, donc pour recevoir une partie des travailleurs et accompagner, parce qu'on va l'entendre très prochainement, il y a eu en place rapidement un comité d'aide au reclassement que le gouvernement du Québec a mis en place. Ce comité-là a travaillé avec le CAR sur certains aspects, parce qu'à l'époque, on devait faire ce qu'on appelle, c'était drôle, mais une détermination de besoins et services. Lorsque vous parlez d'une partie des travailleurs, on parle d'environ combien qui ont été encadrés par le CAR? Puis comment est-ce que ces gens-là étaient choisis un peu? Est-ce que c'est eux qui levaient la main? Je peux pas, parce que ma mémoire étant ce qu'elle est après 20 ans, je peux pas vous dire combien de personnes, mais je peux vous dire qu'on a été très actifs pour les travailleurs. Et c'était toujours avec la référence, la mise en place du comité d'aide au reclassement, et on a travaillé avec eux. Le comité faisait ce qu'on appelait la détermination de besoins et services. Et rapidement, les gens qui étaient très, très près du marché du travail, c'est-à-dire qui étaient, avec quelques techniques, qui étaient capables de passer à une autre étape, c'est-à-dire se chercher un autre emploi, mais il faut garder en tête qu'ils ne devaient pas quitter. Parce que nous savions tous que ces travailleurs-là, tout d'abord, la compagnie en avait besoin pour terminer. Et plus encore, il y avait un enjeu monétaire important où les travailleurs pouvaient bénéficier d'une prime de séparation. Donc, on leur donnait les outils, mais en sachant très bien qu'il ne fallait pas les inciter à quitter parce qu'ils devaient rester de façon financière. En tout cas, il y avait un avantage certain à rester, mais à tout le moins leur faire voir les possibilités qui s'adressaient à eux. Environ combien de temps avant la fermeture, le CAR, justement, a commencé à travailler avec les employés? Je vous dirais qu'on a commencé... tout de suite à l'annonce, Okay. On a levé la main avec le Centre local d'emploi et on a commencé à travailler en disant, écoutez, nous, on pourra offrir telle et telle chose pour que les gens du Centre local puissent, parce qu'il fallait recruter, il fallait que
le gouvernement, par l'entremise de cet organisme-là, recrute un comité d'aide au reclassement, le mettre en place et qu'on puisse travailler de pair. L'avantage qu'on avait, c'est que du temps où j'ai été directrice, on a connu d'autres fermetures, ce qui fait qu'on a eu, si on peut appeler ça un privilège, ou l'opportunité de travailler avec différents comités d'aide au reclassement, ce qui fait qu'on avait quand même une longueur d'avance qui était intéressante parce qu'on connaissait la plupart du temps les gens qui étaient au comité d'aide au reclassement. Alors, avec ce comité d'aide au reclassement, outre ça, on allait valider également qu'est-ce que l'employé voudrait faire par la suite. Quel genre avec son bagage qu'il avait, parce que le comité d'aide devait faire l'inventaire du bagage et faire aussi l'aspect social, l'aspect humain. Voir est-ce que sa conjointe travaillait là, parce qu'on avait plusieurs employés que c'était le couple qui travaillait. Oui. Je me souviendrai toujours, chez Sainte-Apolline, où ça m'avait frappé, il y avait 10 employés de Sainte-Apolline, puis si ma mémoire est fidèle, il était 8, donc 4 couples. C'était les 2 qui perdaient leur travail dans cette municipalité-là. Et on faisait toujours en se disant si c'était arrivé à Montréal, mais j'ai lu dans les coupures de presse de l'époque, on parlait de 60 à 66 000 postes en même temps versus la population qu'on avait. Alors imaginez dans une municipalité comme Sainte-Apolline, 10 mises à pied, c'est un drame, là. Alors, le comité d'aide au reclassement a travaillé avec ça et en cours de route, nous référait les personnes qui avaient besoin de données plus spécifiques sur faire un curriculum vitae, parce qu'il y en a qui n'avaient jamais eu de curriculum vitae de leur vie. Alors, faire ressortir les compétences des gens, alors c'était notre rôle à ce moment-là, et faire des séances de groupe pour le deuil également. Donc, j'ai participé, moi, à toutes ces séances-là. J'ai participé aussi. Merci. Donc, je vais vous poser une question. Les 4 peuvent répondre dans l'ordre ou dans le désordre. Quel est ou quels sont vos souvenirs positifs de Whirlpool? Qu'est-ce qui vous tire un sourire quand vous pensez à Whirlpool? Moi, c'est l'expérience que j'ai prise chez Whirlpool, du début à la fin, de graduer aussi dans mon expérience, mes compétences, et d'en avoir grandi de cette fermeture-là, c'est-à-dire que à l'époque, j'avais 45 ans. J'ai fait un retour aux études, au cégep à temps plein. Alors pour moi, de réaliser aussi ce défi-là, puis d'arriver à la maison et de partager à ma grande fille qui avait 6 ans, de lui dire, bien, maman, elle a passé des examens, elle a eu des bons résultats, puis ce soir, bien, on va aller prendre une marche, puis après ça, bien, je vais faire mes études. Fait que l'aspect positif et incitatif de cette expérience-là fait en sorte que tu donnes une image, puis un exemple à ta famille, à tes enfants. Ça leur dit, bien, c'est important aussi d'aller à l'école, parce que moi, j'avais choisi d'aller à l'école. J'aurais pu dire, bien, je vais me chercher autre chose, puis quand tu es aussi en instinct de survie, moi, je me rappelle des réflexions, je me disais, bien, je vais aller vers la simplicité volontaire. Bien, je vais aller vers le minimalisme. Je vais me contenter de ce que j'ai ou bien peu. Mais en même temps, ça m'a dit, apprécie ce que tu as, puis ouvre tes horizons. Fait que ça m'a donné des ailes, puis une motivation pour aller dans ce sens-là. Puis je parle de moi, puis il y en a bien d'autres là, qui ont fait aussi cette avenue-là. Je veux dire, ils sont repris en main. Puis, dans la vie, tu peux choisir de t'en sortir ou de prendre un chemin différent. Mais, puis je dis à tous ces gens-là qui sont encore aujourd'hui la tête haute, ils sont fiers d'eux, puis c'est une belle réalisation. Fait que moi, c'est ce que j'en retiens après tant d'années. Oui, il reste une cicatrice. Hein? Tu apprends à vivre avec ça, cette situation-là. Mais on n'est pas les seuls à qui c'est arrivé. Malheureusement. On ne souhaite pas que ça arrive à personne, mais je dis quand même merci à la vie, puis je suis reconnaissante. Est-ce que ça évoque un souvenir pour quelqu'un d'autre d'entre vous? Moi, je te dirais, là, la chose la plus particulière, c'est que même une usine de 600 employés, il y avait comme une espèce d'esprit familial chez Whirlpool. On se sentait comme une famille. Wow. Mon emploi que j'ai eu par après, c'était plus gros, j'avais 1200 employés. Mais vraiment, vraiment des inconnus.
des inconnus partout dans l'usine. Personne ne se parlait, tout le monde a du travail. Donc, c'est une particularité assez importante qu'on avait ici. Il y avait comme un esprit de famille là, qui était là. C'est ce qu'on a senti dans nos recherches aussi, puis dans nos visionnements. C'est ce qui ressort énormément, là, la familiarité, l'esprit de famille, de rentrer, travailler, puis être content parce qu'on voit sa gang. Oui. C'est quelque chose qui ressort beaucoup. Puis quand tu retournes sur le marché du travail par la suite, tu recherches aussi cette proximité-là, cette familiarité-là que tu as connue, puis que tu souhaites encore. Puis le sentiment que Pierre partage, et là, c'est difficile de s'intégrer, là. Ça a été une difficulté sur le marché du travail. Pas pareil. Oui. Il faut reconnaître qu'il y avait un grand sentiment de fierté des travailleurs. Oui. Moi, ça m'avait, puis l'équipe au bureau, ça nous avait touchés parce que, oui, ils perdaient leur travail, mais comment ils étaient fiers de ce qu'ils faisaient. Je ne dirais pas que c'était la totalité, mais je pourrais vous dire que le nombre était suffisamment important pour démontrer que c'était un continuum. Donc, on les rencontrait et ils étaient fiers de ce qu'ils avaient fait, de ce qu'ils faisaient toujours et ce qu'ils feraient jusqu'à la fin. Ce qui fait en sorte que oui, c'est un coup dur, mais quand à l'intérieur de l'individu, il y a cette fierté-là, l'estime de lui-même ou d'elle-même est déjà à un niveau plus élevé que quelqu'un qui n'est pas fier de ce qu'il a fait et qui ne voit pas qu'il faisait la différence dans le quotidien. Alors moi, c'est coup de chapeau à ces employés-là et à la direction aussi, parce qu'on a eu le privilège de travailler avec la direction, de reconnaître ce sentiment de fierté qui était pratiquement généralisé pour tous et toutes, mais qui a fait en sorte qu'ils ont pu passer un peu plus rapidement à l'action, parce que leur propre estime, ils savaient qu'ils faisaient cette différence-là. Wow! Je pense que dans l'aspect positif, je suis plus dans l'aspect collectif. Oui. Et moi, je pense que ce que ça a donné régionalement, ça a donné comme une impulsion de serrer les coudes puis de travailler ensemble pour le développement de la région. Il y a quelque chose qui s'est passé là, dans cette période-là. Dans les 2 ans, ça a germé, tout ça, mais après ça, on a vu des initiatives, des projets, des investissements, quand je dis des projets, c'est pas juste des projets d'affaires, il y a eu des projets collectifs, là, des investissements dans les municipalités qui ont vu le jour. Puis je pense que les gens avaient le goût de se serrer les coudes, puis de dire on est capable ensemble de faire quelque chose, attendons pas le sauveur qui vient d'ailleurs. Puis il y a eu aussi, à un moment donné, des campagnes, des activités aussi de communication pour dire que Montmagny ne venait pas de mourir malgré le choc qui venait de se vivre, mais qu'il y avait une force, une résilience, une capacité de se redresser. Fait que moi, ça, je pense que c'est l'esprit collectif après ça là, qui a émergé de tout ça. Bien, merci. Je me retourne vers vous, Madame Sylvie. Vous organisez en fait des retrouvailles. Donc, je vais vous laisser un temps de parole pour parler de tout ça, s'il vous plaît. Merci de me laisser la plateforme. Oui, l'année passée, j'ai eu une pensée en me disant, c'est déjà 20 ans l'année prochaine que l'usine a fermé. Fait que j'ai lancé l'idée comme ça, puis depuis ce temps-là, ça a quand même semé des petites graines et ça a une floraison extraordinaire. Alors oui, il y a des retrouvailles qui vont se tenir le 18 mai prochain. Ça va avoir lieu au sous-sol de l'église Saint-Thomas. On a déjà plus de 150 personnes qui ont répondu positivement à ces retrouvailles-là. Et c'est à compter de 16 heures. Justement, là, on vient d'annoncer aujourd'hui la programmation de la journée. Et c'est l'enthousiasme de ces gens-là de se retrouver, les commentaires qui reviennent, dire, tu sais, Sylvie, même après 20 ans, là, si l'usine serait encore ouverte, là, moi, je serais encore là. Puis, on parlait de l'aspect familiarité tantôt. Là, les gens sont super contents de se retrouver, puis ils ont hâte. Puis, vous savez, un chasseur puis un pêcheur qui, lui, là, la date d'ouverture de la pêche, là, c'est important. Hein? Puis de me faire dire, Sylvie, je vais être là, moi, le 18 mai. J'ai annulé mon voyage de pêche pour être là. Wow. Et là, je me suis dit, ça, c'est accrocheur. Puis je le dis avec un sourire, parce que vous savez, nos activités personnelles, c'est aussi important, mais que les gens considèrent cet événement-là, de cette importance-là, ça m'a touchée. Puis les partenaires aussi qui sont avec nous,
On a la CEDEM qui nous encourage beaucoup, on a IGA, on a Loi Blanche, on a plusieurs partenaires. Puis les profits sont remis à un organisme à but non lucratif. Nous avons sélectionné la Fondation de l'École Cazot parce que nous, on n'est pas un organisme à but non lucratif, alors on ne peut pas garder aucun profit. Puis je remercie aussi nos partenaires, dont la CEDEM, puis on va sûrement en parler un peu plus tard. Là. Ils sont un partenaire très important. Puis quand on dit un sentiment d'appartenance aussi évocateur, parce que Whirlpool a quand même été généreux pour notre communauté. On n'en a pas encore parlé, peut-être qu'on va l'amener dans un sujet un peu plus tard, mais c'est une belle activité. Puis si éventuellement vous n'avez pas pu encore vous inscrire, il est toujours temps de vous inscrire. Alors, je vais donner un numéro de téléphone. Il y a un service de boîte vocale pour laisser votre message. C'est le 418-248-0534. Vous êtes les bienvenus. C'est une gratuité, puis ça va être plein de bonheur, de beaux souvenirs. Et on va avoir aussi une pensée pour les gens qui nous ont quittés, bien entendu, hein, parce qu'on a même invité une conjointe d'un ex-employé qui, lui, est décédé d'une façon tragique. Puis c'était un beau petit couple là, qui travaillait chez Whirlpool parce qu'il y a eu quand même des belles relations, là, des belles rencontres. Écoute, ça a fait des noces, ça, ces gens-là. Là. On ne parlera pas de l'aspect honte, peut-être, là, mais... Est-ce qu'ils se faisaient offrir... Ils se faisaient offrir des poils en trousseau de départ. Bien, en fait, je veux dire, les gens qui ont trouvé emploi chez Inglis ou chez Whirlpool ont quand même trouvé l'âme sœur aussi à Montmagny. Ce qui fait qu'on a des gens qui ont demeuré à Montmagny parce qu'ils ont tombé amoureux et amoureuses de leur conjoint et de leur conjointe. Je ne vise pas personne, mais c'est un beau souvenir, puis en même temps, un beau partage. Et je suis contente de voir la réponse des gens à ces retrouvailles-là. Sincèrement, là. Puis il y a un comité organisateur, je ne suis pas la seule, bien entendu. Hein, c'est un travail d'équipe, l'esprit d'équipe qui est là. C'est tous des anciens employés chez Whirlpool. Puis avec fierté, je vais les nommer, Sylvain Lessard, Annick Fournier, Annie Boutin et puis Nicolas Roy, qui lui est à l'extérieur, puis Annick aussi. Et puis que du plaisir nous avons à organiser tout ça. Bien, on vous souhaite de belles retrouvailles. Oui, merci. Et merci. On récoltera les témoignages lors de ces retrouvailles. On sera présent pour récolter tout ça. Merci pour tout. Bien, je vous remercie infiniment. C'est comme ça que notre petit bloc à nous se termine. Merci infiniment de la générosité de vos propos, puis d'avoir gratouillé dans vos souvenirs. C'est très apprécié. Ça fait de belles discussions. Merci beaucoup. Plaisir. Merci. Maintenant, nous allons parler de l'après-fermeture et je cède la parole à ma co-animatrice, Cathy. Oui, donc c'est ça. Il y a eu la fermeture de Whirlpool il y a 20 ans, mais depuis ce temps-là, il y a beaucoup de choses qui se sont passées dans la région. Donc, premièrement, je vais demander à nos deux nouveaux panélistes de se présenter, de nous expliquer quel était leur rôle autour de 2004. On commence avec vous, M. Desrosiers. Moi, en 2004, j'étais directeur général par intérim à la Chambre de commerce. Et ensuite? Ensuite, je me suis présenté en politique en 2005. J'ai été élu à la mairie en novembre 2005. J'ai arrivé avec beaucoup de travail en avant de moi. On est très heureux parce que j'ai toujours dit que c'est plus facile de relever quelqu'un que d'essayer de le descendre de sa montagne. Une belle vision positive. M. Racine. Bonjour, Daniel Racine, je suis directeur adjoint à la MRC de Montmagny et puis responsable des dossiers d'urbanisme, d'aménagement du territoire, différents autres dossiers qui gravitent autour de ces éléments-là. D'accord. Donc, si on commence par parler un peu du bâtiment en tant que tel, parce que le bâtiment qu'occupait Whirlpool est encore très présent dans le centre-ville de Montmagny. La preuve, il a peu changé depuis l'époque. Qu'est-ce qui s'est passé avec ce bâtiment-là? Est-ce que ça a été acheté par quelqu'un? Est-ce que Whirlpool... Expliquez-moi ça un petit peu. Il y a eu une période où il y avait un représentant qui avait été nommé par Whirlpool, Jean-Baptiste Holding, dont on parlait tout à l'heure en dînant. Et puis, cette firme-là, qui était basée à New York, mais avait la mission d'offrir l'ensemble du complexe à des intervenants ou des entreprises. Ça a pris quelques années avant qu'il y ait des gens qui lèvent la main.
Mais, puis Quand est-ce que les démarches ont commencé pour vendre ce bâtiment-là? Est-ce que ça s'est commencé avant même la fermeture ou bien est-ce que c'est après qu'on est allé? Si M. Malenfant est au courant. C'est après. OK. Moi, j'ai quitté, écoutez, l'usine a fermé le 13, le 14, je quittais Whirlpool. OK. Donc, et à ce moment-là, il n'était pas dans le décor. Donc, c'était pas dans les intentions immédiates. Ça s'est fait après. Ce qu'il y avait eu, c'était des démarches pour tenter de trouver des investisseurs. Pas nécessairement de vendre le bâtiment, mais de trouver des investisseurs qui voudraient partir une nouvelle entreprise ou quoi que ce soit dans le plan de production. Ouais, il y avait eu du démarchage comme ça 2002 à 2004, mais par la suite, là, ça a été l'immobilier qui a été impliqué pour la vente du bâtiment. Parce que je crois que ça aurait été peut-être ce qui aurait été idéal, justement, que quelqu'un reprenne l'entièreté du bâtiment pour mettre une entreprise. Est-ce que j'ai raison ou pas du tout? Bien, c'était un souhait régional à l'époque, hein, c'est sûr. Là, on venait de perdre 600 emplois, donc qu'est-ce qu'on peut faire pour faire en sorte d'occuper cette main-d'œuvre-là? Il y avait toutefois, régionalement, il y avait un besoin de main-d'œuvre dans la région de Montmagny. Là, les entreprises étaient en pénurie de main-d'œuvre. C'est sûr que le bassin de main-d'œuvre, il pouvait y avoir des difficultés entre l'adéquation entre l'offre et la demande. Là. Tout à l'heure, on a vu là, que c'était pas facile pour les gens. Là. Tu ne quittes pas un emploi, tu ne rentres pas dans un autre comme ça, tout un cheminement. En fait, la difficulté était il y a un bâtiment, il y a des équipements, mais il n'y a pas de produits. Donc, ça prenait non seulement un acquéreur, mais un acquéreur qui a un produit à fabriquer. Puis, en même temps, ça s'est pas fait dans ces 2 années-là de transition. Il n'y a pas personne qui nous est arrivé avec un produit pour dire bien, on va acheter le bâtiment, les équipements, puis on va fabriquer telle chose. Je crois qu'il y avait aussi une clause de non-concurrence que Whirlpool avait. On n'avait pas le droit d'implanter un compétiteur à cet endroit-là. Bien, c'est sûr que Whirlpool, dans le fond, eux, sont obligés de rationaliser les opérations parce qu'ils ont un excédent de production. D'amener un compétiteur dans la game, c'est pas nécessairement alléchant pour eux autres. Donc, est-ce que vous croyez que ça a pu nuire justement aux chances de pouvoir vendre ce bâtiment-là, d'avoir une clause comme ça? Parce qu'on a un bâtiment qui est prêt à être utilisé, mais on ne peut pas faire la même chose dedans. C'est très... J'ai de la difficulté à vous le dire, là, mais par contre... dans les électroménagers, dans ces années-là, il y avait Whirlpool, il y avait Frigidaire, puis il y avait GE, bien, Camco qui est GE. GE avait ses usines, Camco avait ses usines, Frigidaire avait ses usines, Maytag avait l'usine. On n'était pas à une époque où il y avait des nouvelles entreprises qui... C'est qui serait venu acheter une entreprise quand ils ont déjà des entreprises, ils ont déjà un produit qu'ils fabriquent. Okay. Parce que la surproduction dans le marché, elle n'était pas juste à Whirlpool dans ces années-là, elle était globale. Il y avait plus d'offres qu'il y avait de demandes en Amérique du Nord. OK. Puis justement, ce bâtiment-là, si quelqu'un avait décidé d'acquérir ce terrain-là, je crois que si on démolissait, on devait aussi décontaminer. De certains endroits, parce qu'il y a déjà eu une fonderie, fait que c'était pas alarmant, parce que ça aussi, ça aurait pu repousser, même, parce qu'on va le dire tantôt, la MRC a acheté une partie du bâtiment, ça aurait pu être repoussant, mais les études environnementales qui ont été faites ont vu que il y avait le taux de pollution dans le sol qui risquait d'être présent, était moindre que ce qu'on pensait. Okay. Alors ça a facilité peut-être de trouver des nouvelles vocations au bâtiment. Mais c'est pas du jour au lendemain que ça arrive. Il faut qu'il y ait l'occasion d'affaires, puis ça s'est produit avec un monsieur Allard qui avait, lui, mais il a fait un peu le contraire de ce que Whirlpool a fait, avait 3 entrepôts de produits importés, puis il a tout rassemblé ça à Montmagny. Il dit, mais c'est merveilleux, j'ai trouvé un endroit assez grand, à un prix qu'il trouvait raisonnable. Puis du côté de la MRC, plus tard, bien, nous, on était au 2e étage de la commission scolaire, puis les MRC avaient de plus en plus de mandats. On avait le CLD avec nous, alors on cherchait un endroit. Et puis, on a dans nos politiques de revitaliser les centres-villes, au niveau environnemental, de recycler des bâtiments. Fait que les babines ont suivi les bottines. Les élus de la MRC ont choisi de s'installer au centre-ville, avec maintenant 80 emplois qui sont dans la partie qui est
réservé à la MRC. Puis il y a d'autres usines qui sont Justement, aussi, qui est-ce qui est là en ce moment? Là? Je crois qu'il y a Technion qui a une ouais, partie. C'est ça. Technion, une partie arrière. M. Allard, l'entreprise de M. Allard, une partie avant, dans les parties où il se faisait de la fabrication. Puis l'édifice en pierre, c'est des bureaux, la MRC, le ministère des Forêts, du CLD avec nous, avec aussi Transport collectif, organisme de bassin versant, les députés. Fait qu'on a quand même... Est-ce qu'au travers des années, il y a eu des pourparlers pour avoir des projets un peu de revitalisation de ce bâtiment-là? Parce que lorsqu'on le regarde aujourd'hui, puis je regarde la une du journal lors de la fermeture en 2004, c'est exactement la même bâtisse. Là. Il n'y a pas grand-chose qui a changé. Mais dans l'utilisation du bâtiment, je pense qu'il ne faudrait pas oublier qu'en 2004, quand il y a eu la fermeture, il y avait quand même des employés de Whirlpool qui souhaitaient aussi s'investir dans un projet d'affaires, contribuer à quelque chose. Il y a eu une coopérative de travailleurs de Whirlpool, une coopérative de travailleurs qui a pris naissance dans ces années-là. Puis à l'époque, sous le leadership de Yannick Patelli, qui dirigeait le journal Loi Blanche, il y a eu l'idée de partir une imprimerie à Montmagny qui pourrait imprimer des journaux indépendants. Les journaux indépendants du Québec disaient bien, on est indépendant des grands groupes comme Québécois et Transcontinental, mais on se fait imprimer chez eux, on n'a pas le choix. Donc, est-ce qu'on pourrait être un peu plus autonome? C'est un petit peu comme ça que l'idée du projet d'affaires des presses du fleuve a vu le jour. Et ça a donné quand même l'avènement de l'arrivée d'une imprimerie dans une partie de l'ancien édifice de Whirlpool avec des ex-employés de Whirlpool, jumelés avec des gens qui connaissaient le domaine de l'imprimerie. Et pendant quelques années, il y a eu les presses du fleuve qui ont occupé l'arrière du bâtiment, une partie. Oui, puis c'était quand même le secteur qui avait le plus de valeur pour une nouvelle industrie, la bâtisse arrière, parce qu'elle avait la hauteur nécessaire et tout. Tout à fait. Tout ce qu'on exige des nouveaux bâtiments au niveau industriel, là, ça prend beaucoup de hauteur, parce qu'ils ont des ponts roulants, toutes sortes de choses. Fait que je pense que la bâtisse n'était pas adaptée aussi pour n'importe quel type d'industrie. Okay. Donc, ça a parti de l'imprimerie, il y a eu d'autres petites choses, puis c'était intéressant, mais... L'école de musique. Mais, l'école de musique, mais... Qui a occupé les locaux. Oui, il y avait des locaux, puis ils ont tous rénové cette année, ces locaux-là. Au moins ça a été rénové, hein, la partie des bureaux en avant. Parce que dans le fond, de par sa localisation, cet énorme bâtiment est au centre-ville aussi. Là. Oui, donc, il y a quand même une place de choix au cœur de Montmagny. Mais ça aurait pu, imaginer, dans le cœur de la ville, un bâtiment abandonné. Ah oui? Ça arrive, ça. Ça arrive, puis pour une ville, c'est terrible. Là, aujourd'hui, on a un bâtiment qui est vivant, qui reste encore des choses à faire, mais si on regarde du côté de la MRC, quand même, ça a tout été rénové. Où avait lieu l'école de musique, maintenant, c'est les bureaux de l'entreprise de M. Allard. Ça a tout été rénové. Il reste peut-être un peu d'art à mettre sur certains murs. Fait que juste, je pense que ça va être... On pourrait peut-être les décorer, les peindre, mettre des choses. Il y a des choses qui pourraient être faites, c'est sûr. D'accord. Mais la bâtisse a été utilisée à l'intérieur, donc on ne peut pas éliminer l'extérieur, mais on pourrait peut-être l'améliorer avec des projets spécifiques, parce que M. Allard, il n'y a pas d'intérêt particulier d'améliorer l'extérieur. D'accord. Donc, ensuite, si on parle, il y a eu aussi quand même beaucoup de programmes gouvernementaux d'aide économique qui est en lien avec la fermeture de Whirlpool. Premièrement, si on parle, je me revire vers vous, M. Malenfant, parce que je sais que vous avez été impliqué quand même pour aller chercher ces fonds-là. Donc, premièrement, Whirlpool a décidé de donner 1 million pour la région. Expliquez-moi un peu comment ça s'est passé, ça, puis ça provenait de où un peu ce montant-là? Bien, en fait, lors de la dernière année d'opération, on fonctionne toujours avec un budget et on avait budgété beaucoup plus pour prévenir des problématiques qu'on pourrait avoir. Vandalisme, perte d'employés, donc obligé de payer du supplémentaire. Un fournisseur qui peut nous laisser tomber parce qu'il sait qu'il n'y aura plus d'avenir, donc être obligé de perdre de production, se retrouver un autre fournisseur, etc. Et au fur et à mesure que la dernière année se déroulait, moi, je voyais bien qu'on allait avoir un surplus. Donc, vers la fin de l'année 2003, je me suis retourné vers Whirlpool et puis je lui ai dit, on va probablement finir favorable à peu près d'1 million de dollars.
Donc, moi, ce que je voudrais faire, ce serait de le donner à la ville pour une aide économique pour quand même rebâtir la région. Donc, de fin 2003 jusqu'à mai 2004, ben, à force de pousser, à un moment donné, on a reçu là, 1 million de dollars. Donc, j'ai été capable de faire l'annonce et de donner ce million-là à la ville pour aider l'économie de la région. Est-ce qu'on peut dire un peu que la fidélité des employés a un peu aidé à ça? Justement, ils sont restés pas mal tous jusqu'à la fin. Il n'y a pas eu de vandalisme. Donc, on n'a pas eu de vandalisme. La production s'est maintenue. On a gardé tous nos fournisseurs. Donc, tous nos coussins qu'on avait prévus, on ne les a pas utilisés. Okay. Donc, c'était pour moi la bonne chose à faire, de la donner à la région. Donc, justement, c'est ça. Ces fonds-là ont été redonnés à la région. Donc, avec ça, je crois que ça a contribué à la création à l'implantation, en fait, d'un programme dans la région de Montmagny-Lillet, le FIER. Je crois que Mme Cloutier, vous en savez un peu plus sur ce programme-là. Comment est-ce que ça a été implanté dans la région? Pouvez-vous m'en parler un petit peu? Bien, effectivement, quand le million, quand WorldPro a versé le million à la région, on l'a mis dans un compte et on regardait comment faire pour utiliser à bon escient ces sommes-là, faire en sorte de les faire fructifier sur des choses structurantes, sur des initiatives qui étaient pérennes dans le temps, qui pouvaient être bonnes pour l'économie. Dans la même période est arrivé au gouvernement du Québec la création d'un nouveau programme qui s'appelait les FIER, Fonds d'investissement d'économie régionale, quelque chose comme ça. Et ce qui était demandé dans ces fonds-là, c'était le gouvernement était prêt à mettre de l'argent dans un fonds s'il y avait des contributions du milieu. Alors, il souhaitait notamment d'avoir de l'investissement d'investisseurs privés qui mettaient de l'argent dans les FIER. Fait que pour $1, il était prêt à mettre 2 de mémoire pour créer des fonds dans les différentes régions. Et alors, c'est sûr qu'on s'est dit, bien, pourquoi on ne regarderait pas pour nous se donner ce véhicule de financement-là? C'était des véhicules de financement qui finançaient surtout en équité ou en quasi-équité, donc qui prenaient des parts actives dans les entreprises, dans les démarrages notamment. Toutefois, on avait une particularité chez nous. On a décidé de le faire non pas dans une MRC, mais dans 2 MRC, donc un FIER Montmagny-Lillet, donc ça a demandé une concertation des 2 MRC. Et on s'est aperçu dans la sollicitation qu'on faisait et l'approche aux différents investisseurs potentiels, que c'était peut-être un petit peu plus difficile chez nous de trouver des investisseurs privés, le nombre suffisant pour créer le FIER. Toutefois, on est une région qui a beaucoup de coopératives. Et on avait des entreprises coopératives qui étaient prêtes à investir dans le FIER. Donc, par contre, le FIER ne permettait pas dans ses règles d'avoir des coopératives qui investissaient. Ce n'était pas dans les règles de départ. Donc, la région a fait des démarches, des représentations auprès du gouvernement du Québec, du ministère de l'Économie, pour pouvoir faire une modulation des règles pour nous permettre d'avoir cette structure d'investissement qui était différente chez nous. Donc, c'est comme ça qu'on a mis en place les FIER Montmagny-Lillet avec des contributions de coopératives, d'institutions financières, d'entrepreneurs privés et aussi d'avoir une part du milieu qui provenait du FIER, de villes et d'organismes. Donc, ça nous a permis de faire un fonds de capital de risque de 5 millions autour de 2006 pour pouvoir investir dans différents projets d'affaires. Donc, c'est ça, il y a quand même quelques projets d'affaires qui en ont bénéficié. Oui, mais il n'y a pas tout le million qui a été mis dans le FIER, juste pour pas qu'on retienne. 400 000 a été investi dans des projets d'affaires. Puis, il y en a un autre 400 000, c'était pour être plus attractif, pour aller chercher des employés pour qui travaillent dans les usines. C'était vraiment étiqueté pour le travail en usine. Alors, on a attiré des gens de l'extérieur pour venir s'établir sur le territoire. Il y avait un montant d'argent qui était versé s'ils achetaient une maison et tout. Okay. Déjà, on voyait là, poindre les difficultés de main-d'œuvre. Donc, ces fonds-là ont servi à ça. Puis aussi au niveau de l'attractivité, faire connaître notre région. Et puis, donc, il reste encore des sous d'argent pour aider des entreprises dans ce fonds-là qui est géré maintenant par la Corporation de développement économique de la MRC de Montmagny, qui est une entité avec qui on collabore. Et puis, il y a 200 000 pour les entreprises, 50 000 pour l'attractivité et la main-d'œuvre. Parmi les entreprises qui ont reçu des fonds là, dans ce 400 000-là, je crois qu'il y a les Presses du Fleuve, justement, qu'on a déjà mentionné. Sinon, je crois qu'il y en avait d'autres. Bien, je regardais, je cherchais. Là. Il y en avait des. Tu sais, il y avait de l'innovation. Hein? On cherchait des nouvelles entreprises d'innovation. Il y avait Instaboat, je ne sais pas si vous vous souvenez de ça. Oui, Instaboat. Mais celles qui sont encore là, Marquis et puis Étiquette PDF a eu aussi de l'aide financière. Puis, mais il y a, c'est ça,
ceux qui viennent cogner à ces fonds-là aussi, des fois, ils ont été à la banque, ils ont été à différents endroits, c'était trop innovant, fait qu'ils ont besoin d'un coup de pouce, fait que ça aidait à aller chercher, à aider ces entreprises-là aussi. Ça nous a servi de levier pour faire de l'attraction, d'investir dans une couple de projets. Il y a des projets où les déboursés financiers ne se sont pas faits. Je pense entre autres à Purcell, qu'on a Pure Genesis, qui à l'époque était un projet auquel on croyait. C'était dans le domaine des sciences de la vie. C'était un entrepreneur, chercheur de la région de Montmagny, qui avait une feuille de route impressionnante en recherche médicale, qui avait été dans le financement de capital de risque, qui avait amené plus d'une dizaine d'entreprises à la bourse. Donc, toutes les conditions que quand on est là comme financier et qu'on doit backer, on dit, bien, s'il y a des choses intéressantes, c'est plausible, ça tient la route, mais c'est du démarrage dans des secteurs innovants qui ont leur part de risque. Donc, la région avait été très active contre d'autres régions du Québec pour aller attirer cette entreprise. C'était un type d'usine qui attirait plus la jeune main-d'œuvre, donc on avait besoin de renouveler aussi. On cherchait la diversification économique, puis il y avait des... Mais ça, c'est un genre de projet où on n'a pas nécessairement déboursé, mais on avait mis ça sur la table comme étant attractif, entre autres. Fait que ça fait partie des diversifications qu'on a essayé. Moi, je pense qu'à l'époque, je me demande si on n'avait pas investi avec le fonds dans Appalachia, je ne sais pas, ici, où c'était de la reprise de la montagne La Grande Coulée à l'époque. Alors, il y a eu, l'entreprise a évolué, il y a eu ses hauts et ses bas, mais l'entreprise est là avec de nouveaux propriétaires actuellement. Donc, ça fait partie des investissements, là, entre autres, là, les initiatives. Est-ce que les entreprises qui ont bénéficié de ce fameux million-là sont conscients que les fonds proviennent de ça ou ça n'a pas à donner là, qui ont été mis au courant? Peut-être à l'époque, là, mais on est à 20 ans. Fait que, le fonds, la CEDEM a eu d'autres aides financières. Fait que ça finit par un petit peu être dilué. Mais des journées comme des émissions comme celle-là vont nous rappeler d'où ça vient. Puis M. Malenfant, bien, on peut lui remercier d'avoir travaillé pour aller chercher ce fonds-là. Il aurait pu s'en retourner à Chicago, je ne sais pas trop où. Là. Justement, M. Malenfant, est-ce que ça vous rend justement fier d'avoir travaillé pour ça, maintenant que vous savez que c'est vraiment resté dans la région, ça a servi quand même pour plusieurs entreprises? Bien, pour moi, c'était la bonne chose à faire, tout simplement, pour aider à garder notre esprit de famille. D'accord. Disons que comme organisation, on a essayé de l'investir correctement, parce qu'il en reste encore un peu aujourd'hui, puis ça fait 20 ans. C'est bien. Donc, on l'a investi, puis des fois, sur des investissements, des fois on gagne, ça peut arriver qu'on perde. C'est sûr. Mais pour apprendre, des fois, il faut perdre. Donc, ça fait partie aussi des réalités économiques de la vie. Il y a eu, en plus de cette aide financière-là qui a pu être bénéfique pour les entreprises, il y a eu d'autres aides financières qui ont été accordées, un peu plus pour les travailleurs. Donc, on va revenir avec Mireille Thibault, qui est maintenant au micro, qui nous a justement parlé tout à l'heure des efforts qui ont été mis là, pour les travailleurs. Donc, parlez-moi un peu plus de ces fonds-là, justement, qui ont été mis en place. Alors, comme je l'ai mentionné tout à l'heure, à partir de 2003, j'ai eu le privilège de travailler avec le député provincial Norbert Morin. Ce qui fait que la transition a été très intéressante pour pouvoir cheminer à ce niveau-là. Il faut voir qu'au niveau du gouvernement du Québec, le ministre de l'Emploi et de la Solidarité à l'époque était Claude Béchard. Donc, les liens étaient faciles dans ce contexte-là avec mon député. Et Claude Béchard, c'est un homme du milieu. Vraiment très assidu pour aider les communautés. Alors, il a accepté dans la transition, c'est-à-dire à partir de... Ça s'est négocié à partir de fin 2003, là, 2004, un programme spécifique. On se rappellera qu'à l'époque, il y avait ce qu'on appelait les régions ressources. Ces régions-là, chez nous, ça débutait à la Pocatière. Ces régions-là bénéficiaient de différents programmes, mais Montmagny-Lillet ne pouvait en bénéficier parce qu'on n'était pas reconnu comme étant une région ressource. Alors, Claude Béchard a utilisé, en négociant avec Norbert Morin, le député de l'époque, son pouvoir discrétionnaire pour permettre à Montmagny-Lillet de bénéficier de ce programme-là qui a permis à des travailleurs de bénéficier d'une aide financière. Sinon, elles auraient dû demander ce qu'on appelait l'aide de dernier recours, pour ne pas dire aussi simplement l'aide sociale. Il faut voir une chose, tout à l'heure, on a parlé qu'il y avait des primes de départ, des choses comme ça,
Mais il y avait quand même beaucoup d'emplois. Il y avait une certaine catégorie d'employés qui n'avaient pas cumulé beaucoup d'ancienneté, qui avaient très peu de chômage, peut-être de cumulé également. Ce qui fait que ces gens-là se retrouvaient pratiquement à être obligés de liquider leurs actifs, c'est-à-dire une maison, des REER ou des placements, et n'étaient pas admissibles à aucune autre forme. Donc, le pouvoir discrétionnaire que Claude Béchard a mis en place avec l'aide du député, c'est de permettre à ces travailleurs-là, et j'ai relaté les montants qui sont quand même, c'était minime, mais il faut se rapporter qu'on est en 2004. Alors, une personne célibataire pouvait toucher 569 $ par mois, 901 pour un conjoint, puis on ajoutait 170 $ par enfant à charge. En 2024, on peut se dire que c'est rien, mais en 2004, pour ces travailleurs-là, ça faisait la différence pour leur permettre de bénéficier ou de chercher, avec l'aide du comité d'aide au reclassement, un autre emploi. C'était pour combien de temps, justement? Un an. Alors, ce programme-là, ce pouvoir discrétionnaire-là était du 1er mai au, je ne veux pas commettre d'impair, du 1er mai au 30 avril 2005. Donc, ça a permis à quand même une bonne quantité de travailleurs de bénéficier. Parallèlement à ça, on avait tout, parce que quand le comité de reclassement a fait son travail, on s'était rendu compte qu'il y avait 166 travailleurs qui avaient 50 ans et plus. Tout à l'heure, quand je vous parlais de mes fonctions au CAR, il y avait également cet élément-là où, connaissant les travailleurs, c'était facile d'aider ou de travailler pour guider correctement les besoins des travailleurs. Alors, c'est un avantage que j'ai pu bénéficier de 2 chaises. Et ce qui est un avantage, c'est d'avoir un député qui était très actif pour aider la communauté. Donc, encore une fois, avec Claude Béchard, qui était le ministre, il a décidé de nous accorder le programme d'aide pour les travailleurs âgés. Alors, pour les 50-64 ans, c'est plus d'1,6 million qui avait été investi en 2004. C'est quand même des sommes qui étaient intéressantes pour permettre... le but premier, c'était de s'assurer que les travailleurs fassent le pont jusqu'à temps qu'ils se trouvent un emploi, ces travailleurs-là. Donc, ils présentaient des problématiques. Tout à l'heure, on en a parlé, des gens qui n'avaient peut-être pas leur diplôme de secondaire 5, leur équivalence de secondaire 5, ce qui fait qu'ils se retrouvaient, compte tenu qu'on avait une manne de travailleurs qui étaient disponibles, les autres entreprises pouvaient sélectionner de façon plus rigoureuse ou de façon plus spécifique leurs nouveaux travailleurs. Ce qui fait que cette catégorie-là, ou ces 166 qui avaient été déterminés, pouvaient vivre une situation délicate et difficile en même temps. Et sinon, si on se rendait compte qu'il était difficile de leur permettre de faire une équivalence de secondaire 5 pour plusieurs raisons, là, soit la littératie ou des éléments comme ceux-là, bien, on leur versait un montant mensuel jusqu'à temps qu'ils obtiennent l'âge admissible à la régidérante qui était 60 ans. Alors, il faut voir qu'il y a peut-être des travailleurs qui ont bénéficié de ce programme-là pendant peut-être 10 ans, d'autres peut-être juste 5 ans, et peut-être certains travailleurs qui en ont bénéficié de 63 à 65 parce qu'ils avaient une problématique spécifique. Chaque municipalité ou chaque entreprise a ses particularités, donc il faut s'assurer, il faut bien maîtriser le contexte pour être capable de bien outiller le gouvernement, pour être capable de bien les aider. Vous, justement, pour vous, M. Malenfant, est-ce que c'était important que la communauté s'implique comme ça pour essayer de trouver, d'aider ces gens-là qui se ramassaient sans emploi? C'est sûr que le comité de reclassement puis tout ça, la communauté a aidé. On a travaillé pour être capable d'outiller nos travailleurs à faire face à l'avenir de façon le plus facile possible. Si on s'en va un peu plus vers le climat socio-économique à l'époque, là, Mme Cloutier, vous en avez parlé un petit peu tantôt, il y a eu quand même plusieurs fermetures à cette époque-là, je crois. Il y a eu plusieurs fermetures parce qu'on était dans la vague des fermetures dans le domaine du textile notamment. Donc, il y avait eu une fermeture avant Whirlpool qui était Cavalier Textile. Puis par la suite, on a Consultex et Dermatex. Donc, au total, c'était 250 pertes d'emplois qui s'additionnaient aux 600 de Whirlpool. Donc, c'était quand même important. Puis en contrepartie, à côté, on avait des entreprises qui étaient en pénurie de main-d'œuvre dans d'autres secteurs. On est une entreprise, on est une région qui sommes très, très fort, très présents dans le secteur de transformation du bois, transformation du métal. Et ces entreprises-là, qui étaient des entreprises dont qui avaient souvent émergé avec des entrepreneurs locaux, qu'on pense à Maison La Prise, qu'on pense à Ressort Liberté,
On passe dans l'imprimerie, je ne suis plus dans le bois, mais Marquis Imprimeur, c'est une entreprise qui est ici. Donc, c'est des entreprises qui étaient quand même en croissance, puis qui avaient un besoin de main-d'œuvre. On pense à Mercier, on pense à Technion, qui est dans l'industrie du métal. Technion, qui est une filiale là, d'une entreprise d'abord qui est venue au monde à Saint-Vallier, dans Bellechasse, rachetée par Toronto, puis qu'après ça, qui a fait des petits sur la rive sud de Québec. Ces compagnies-là sont maintenant les plus gros employeurs de la région. Donc, sont maintenant les plus gros employeurs de la région. C'est tous de la firme entrepreneuriale locale. C'est ça. C'est la diversification qui est née de cette mauvaise expérience-là, de la mondialisation. Dans le fond, la Chine, au niveau du textile, c'est à partir du moment que la Chine a pu vendre au Canada que l'industrie était moins compétitive. Mais les gens ont diversifié l'économie. Je me souviens beaucoup de réunions, des programmes de diversification qu'on avait. C'est toujours la recherche de comment on peut se renouveler, faire des nouvelles entreprises. Puis on a des entrepreneurs, on avait des entrepreneurs. Parce que quand on parle de Whirlpool, la fermeture, ça n'a pas touché juste Montmagny simplement, ça a touché la grande région de Montmagny. Il faut penser qu'il y a des villages qui ont perdu, qu'il y a des gens qui travaillaient ici, puis qui voyageaient souvent à Montmagny. C'est pas juste Montmagny. Peut-être Montmagny, c'était pas lui qui avait le plus grand pourcentage d'employés qui travaillaient chez Whirlpool. C'est pour ça qu'on se dit qu'on a touché l'ensemble de la région, puis le textile est venu se réadditionner là-dessus pour créer d'autres pertes d'emplois, d'autres types d'employés. Donc, c'est 850 emplois dans une municipalité de 11 200 à peu près dans le temps. Si on fait le parallèle, on l'a fait tantôt le parallèle avec Montréal. Bien, justement, vous, M. Desrosiers, vous avez été élu en 2005, donc un peu après cette fermeture-là, puis qui en a suivi d'autres. Qu'est-ce que vous avez voulu mettre en place un peu pour se relever de ça, qu'on passe à d'autres choses, dans le fond? Bon, moi, il y a un journaliste qui est venu, il m'a posé la question, qu'est-ce que vous allez faire avec ça, M. Desrosiers? Ben, je lui ai répondu que j'ai deux choix. Je m'achète une caisse de bière, je la mets dans l'escalier de l'hôtel de ville, puis je la prends. Deuxièmement, je me lève debout, je me roule les manches, puis je travaille pour recréer une dynamique à l'intérieur de la municipalité parce que l'influence de la municipalité influence beaucoup sur les citoyens, puis même sur les gens d'affaires. Quand on crée des programmes, des incitatifs qui les aident, on le fait à partir de la municipalité, mais je pense qu'on aide les gens parce qu'ils étaient moroses, là. On va vous dire, c'était morose. Là, tu arrives, tu peux te décourager en arrivant. Mais non, c'est une belle bataille. On commence une bataille. Ben, moi, j'ai vu ça plus comme un défi que comme une tare que je devais supporter. Mais non, j'ai dit, on a moyen de gagner. Si on gagne dans 2, dans 3, dans 4, dans 5, mais un jour ou l'autre, on va se démarquer et on va faire la différence. Puis justement, est-ce qu'on peut avoir quelques exemples de projets qui sont nés un peu dans cette... un peu avec cette idée-là de diversifier la ville, de la rendre plus attrayante? Bien, il y a un projet qui a changé la dynamique des citoyens. C'est le terrain de soccer. Ça peut paraître un peu paradoxal, mais le terrain de soccer, quand on a demandé aux entreprises de nous aider, parce que le gouvernement a dit, si vous voulez avoir une subvention, si vous n'êtes pas capable d'accumuler 250 000 $, bien, oubliez la subvention pour le terrain de soccer. On demandait un investissement privé avant de donner un investissement privé. Oui, on est allé, on a rencontré les entreprises, puis on arrivait avec, je pense qu'on avait aux alentours de 450 000, puis qu'on avait vendu le nom du terrain en plus, puis tout ça. Ça fait qu'on avait réussi à ramasser l'argent, on a bâti le terrain, puis quand on a inauguré le terrain, bien, je pense que ça a créé une fierté aux citoyens manimontois, parce qu'on était la première ville de notre dimension qui avait un terrain synthétique. Il n'y en avait pas d'autres ailleurs. Il y en avait d'autres ailleurs, mais pas dans des villes de 11 000 habitants. Donc, ça a généré une fierté au niveau des citoyens. À partir de là, bien, les citoyens aiment quand on fait les choses, puis qu'on les fait belles, puis qu'on les fait pour eux. Ça fait qu'on a continué à travailler dans la même direction, dans la même orientation. Ça, on a travaillé au niveau du centre-ville, de la bibliothèque, une multitude de choses qui ont été faites dans cette période-là. D'accord. Puis c'est pas vrai que ça coûte cher de taxes. Investir, ça coûte pas cher de taxes. C'est dépenser qui coûte cher de taxes. Le maire n'est pas loin encore. Non, parce que
On doit être passionné quand on embarque là-dedans, là, parce que si on n'a pas la passion, là, oublions ça. Là. Ça ne va pas très loin. Il faut être attractif. Oui, puis il faut aller s'impliquer ailleurs. J'ai été 8 ans à l'UMQ. J'ai été 5 ans sur l'exécutif. J'ai été président de commission. Puis je m'organisais pour connaître les autres maires. Puis quand j'avais besoin de choses, ben, j'appelais de petites choses, ben, j'appelais le maire de Sherbrooke, qui était Sévigny dans le temps. Puis lui, il était président de l'UMQ. Là, je disais, Sévigny, on aurait besoin de ça, de faire des travaux à l'interne, nous autres, au niveau de notre municipalité. Il dit, moi aussi, je n'irais pas ça. Je lui dis, regarde, si on se met ensemble, là, on va être capable. Ça prend une volonté de le faire pour Oui, eux. mais il faut se faire des connexions à l'externe aussi. Là, parce que... Merci de votre vision puis de votre audace. Puis, quand les gens venaient ici, il y a eu beaucoup aussi de petits congrès qu'on organisait régulièrement. Puis quand on transportait les gens, on disait aux gens, passez jamais par la même rue. Ça fait que les gens, ils se disaient, ben c'est donc bien grand, mon ami. On prend des notes. Il y a des façons, des fois, de se donner l'impression qu'on est big. On fait comme si on était big. On fait comme Elvis Gratton. D'accord. Donc, pour terminer, j'aimerais ça un peu comme réfléchir un peu vers où on s'en va un peu. Puis je lisais récemment les archives justement du journal Loi Blanche de 20 ans. Puis il y avait un article avec M. Yvan Ménard qui a été démarcheur lors de la fermeture de Whirlpool, puis qui est aussi présent ici, qui expliquait à quel point est-ce qu'il croyait que Montmagny et Lillet gagneraient à travailler plus ensemble au niveau économique. Puis c'est aussi une conclusion qu'on avait tirée au dernier Personne n'en parle, il y a quelques années, avec des acteurs économiques. Je voulais savoir qu'est-ce que vous en pensez de ça, d'unir plus nos régions. Est-ce que d'après vous, ça pourrait nous aider? Moi, je ne suis pas originaire de Montmagny, donc tout ce qu'il y avait, les petits... entre les villages, puis entre les deux régions, puis tout ça, je n'avais pas vécu ça, donc c'est pas une chose qui venait me chercher émotionnellement parlant. Moi, j'essayais de poser des gestes qui pouvaient nous réunir ensemble, parce que je me disais tout le temps en politique, c'est la loi du nombre. Quand on est plusieurs, on représente plus de personnes, notre voix a plus de portée. Je savais ça à l'UMQ, là. Si le maire de Québec parlait, puis moi je parlais après, je pense qu'il était plus écouté que moi. Même si des fois je pouvais dire quelque chose de plus intelligent que lui. Mais c'est ça la réalité, il faut vivre avec. Donc c'est pour ça que je me disais, il faut travailler pour ces gens-là. Puis moi je travaillais en fonction des citoyens, parce qu'il faut qu'ils soient fiers de ce qu'ils voient, qu'ils soient fiers des développements, puis il faut qu'ils trouvent ça beau. S'ils ne trouvent pas ça beau, qu'on fait des choses qu'ils n'apprécient pas, ben, je ne suis pas sûr. On va faire plusieurs élections. Ben, moi, j'en ai fait 3. J'ai quitté avant que les gens me disent de quitter. Il faut toujours choisir quand on part. Hein. Il avait demandé ça au maire Drapeau, puis le maire Drapeau, il dit savoir quand est-ce arrivé, ça, c'est assez simple. Mais savoir quand est-ce partir, ça n'appartient pas à tout le monde. Donc, est-ce que vous trouvez que c'est cocasse qu'il y a 20 ans entre les deux mêmes constats? Donc, le fait de dire qu'il y a 20 ans, on était sur les mêmes constats qu'en 2024? Mais moi, je partirais avec une prémisse autre. Je pense que comme région, il ne faut pas avoir peur de rêver. Okay? Des fois, on voit des choses dans des autres villes, des fois, on voit des choses dans des plus grandes villes. On a toujours l'impression que ce n'est pas pour nous, qu'on n'a pas les moyens. Je pense qu'il faut d'abord, comme région, là, régionalement, collectivement, rêver à ce qu'on pourrait avoir, à ce qu'on a le goût de ce que ça devienne. Puis je pense qu'on a l'opportunité d'impliquer les jeunes là, qui ont une vision bien différente de ce qu'on avait il y a 20 ans, puis de ce que moi j'ai. Moi, j'écoute mes jeunes, puis je dis c'est différent, puis il faut s'ouvrir, je pense, à ça d'abord. Fait qu'il faut rêver. Après ça, c'est sûr qu'il faut avoir le leadership de le faire. Puis des fois, de trouver le ou la bonne leader, c'est pas toujours évident. Puis quand je dis le ou la, des fois c'est les, hein? C'est pas juste une personne, là. Des fois c'est collectivement, des fois c'est une organisation, peu importe, là, mais ça prend un bon leadership. Puis ensuite, il faut que tout le monde se sente concerné. Fait qu'il faut convaincre les gens d'embarquer dans tout ça. Mais moi, je pense que le point de départ, c'est pas tant est-ce qu'on travaille ou pas ensemble. Il faut d'abord, je pense, se donner le droit de rêver, puis d'espérer, puis d'avoir des objectifs. Soyons ambitieux. N'ayons pas peur d'être ambitieux pour notre région.
On dit, on part, on voyage. Puis à chaque fois qu'on revient dans la région, on dit, mon Dieu, qu'on a donc bien une belle région, qu'il y a des beaux atouts. On a des beaux atouts naturels, on a des beaux atouts en termes d'entreprise, d'entrepreneuriat. Tantôt, on a mis des entreprises de Montmagny, mais il y en a d'autres dans les municipalités ou aux alentours. Hein, c'est une grande région. Qu'on regarde à Saint-François, à Cap-Saint-Ignace, à Saint-Just. On s'écrivait des petits mots, J'ai pas assez de place. C'est ça. Alors, c'est un beau problème, là, la page est pleine. C'est ça. Donc, fait que moi, je pense que ça part d'abord de là. On a des beaux atouts, permettons-nous de rêver, impliquons nos jeunes, trouvons après ça des gens qui ont le goût de s'investir, d'avoir un leadership positif pour le goût d'embarquer les autres. Puis, je pense qu'on a tout ce qu'il faut pour réussir. Wow, merci. Ben, moi, je vois pas qu'on puisse pas réussir. Ça, c'est impossible. C'est ça. Moi, j'ai encore ma clé USB. Bon, ben, je vous remercie beaucoup d'avoir accepté de participer pour parler de ce sujet-là. Je crois que oui, il y a eu la fermeture de Whirlpool, mais il y a quand même eu l'après. Puis il y a eu beaucoup d'initiatives qui ont été lancées depuis, que c'est important de souligner. Donc, merci beaucoup d'avoir accepté de partager cela avec nous ce soir. Je pense qu'il y a eu beaucoup de cohésion au niveau de la MRC de Montmagny. Puis on veut travailler de pair avec la MRC de Lillet. Moi, je suis persuadé de ça. Si on est ensemble, on va aller plus loin, j'en suis persuadé. Seul, on va plus vite, ensemble, on va plus loin. Il paraît que c'est ça. Oui, il ne faut pas avoir peur un de l'autre. On ne se tirerait pas un au bénéfice de l'autre. La confiance pour travailler ensemble. Pour atteindre des résultats jamais atteints, il faut faire ce qu'on n'a jamais fait. Donc maintenant, on s'entretient un petit peu avec M. Yvan Ménard. Vous avez été démarcheur un peu vers la fin de la fermeture là, de Whirlpool. Parlez-moi un peu du rôle que vous avez occupé. C'est quoi un démarcheur? Puis qu'est-ce que vous essayez d'accomplir là-dedans? J'avais été au Conseil économique de la région de Montmagny-Lillette pendant longtemps, donc on avait une connaissance du milieu industriel et c'est ce qui a amené probablement le maire Croteau à faire appel à un moment donné. Lui, il était essoufflé, c'était pas facile, c'était une période vraiment difficile. Et le rôle que j'ai eu à faire était, dans le fond, les gens espéraient probablement une ouverture avec une nouvelle usine. Puis ça, après 1 an et demi, ça devenait évident pour les gens qui avaient un peu de lucidité que ça ne se passerait pas. Alors, c'était peut-être amener les gens à continuer la démarche qu'ils avaient entreprise, mais avec un certain réalisme, une lucidité. Moi, j'ai perçu mon rôle comme ça à ce moment-là. D'accord. Puis, je pense que ce qui a fait la différence entre le fait que la plupart des gens ont sauvé leur peau suite à la fermeture de Whirlpool, c'est peut-être Whirlpool elle-même. On vous a décrit tantôt l'esprit de famille, mais le leadership aussi de son administration locale. Ça a fait la différence. Les gens se sont pris en main. Ils ont continué. La cohésion sociale est demeurée. Okay. Alors que ça aurait pu être bien différent. Alors, je pense que c'est ça qui a été le démarrage de l'ensemble du mouvement. C'est sûr que par la suite, il y a eu beaucoup d'assistance de toutes sortes de comités, des petits programmes, des moyens programmes, des gros programmes gouvernementaux, qui ont tous joué à leur niveau des rôles importants. Mais l'idée qu'on aurait pu avoir une autre usine, un sauveur, il n'y en avait pas. D'abord, l'usine n'était pas, c'était pas quelque chose qui était attirant. En plein centre-ville, assez désuet. À l'époque aussi, il fallait penser que on était dans une période où Montmagny avait été dans la transformation assez primaire. Puis là, on perdait du textile, on perdait une grosse usine de transformation. Il y avait une mutation qui s'exerçait dans le milieu. Et probablement que il fallait que ça se fasse. Puis ces pertes d'emplois-là ont amené la région à se diversifier. Puis, comme disait Nathalie tantôt, les entrepreneurs du coin qui ont survécu ont plus que survécu. Ils ont développé d'autres avenues, ils sont réadaptés au monde plus, entre guillemets, moderne, parce que toute la fabrication simple
s'en allait au Mexique, s'en allait en Chine, le textile s'en allait au Pakistan. Il y avait un mouvement global, mondial, qui faisait que la région devait se retrouver une vocation. Vous avez été présent dans la sphère de la région de Montmagny environ combien de temps? Oh, peut-être une vingtaine d'années, certains. OK. Ouais. Donc, bien au fait là, moi, du à ce tissu moment-là, entrepreneurial. Oui. Alors, je pense que c'est ça que... Puis, dans le fond, quelqu'un comme Croteau, là, comme le maire Croteau, il en avait plein les bras, puis c'était pas une période drôle. Oui, c'était le maire à l'époque qui avait lui-même décidé de partir justement une démarche pour tenter de... Mais en même temps, on avait peut-être cet espoir-là de trouver... Écoutez, le député fédéral, le ministre à l'époque, il disait, bien, les Chinois n'ont jamais acheté une usine nulle part au monde qui était vétuste. Et puis, les Chinois, ils venaient s'installer, ils prenaient quelque chose de neuf, ils bâtissaient... Il fallait dégonfler ces ballons-là pour que les gens réalisent que, dans le fond, oui, il y avait eu un mauvais coup, mais qu'il y avait moyen par eux-mêmes de s'en sortir. Et moi, je pense que la force principale, ça a été l'équipe Whirlpool elle-même, qui avait une vie intérieure, puis qui ont été capables de se tourner le bord, avec l'aide du milieu, mais ça ne serait pas passé pareil dans une autre usine. Et je pense que Whirlpool, à cet égard-là, annoncer sa fermeture 2 ans à l'avance, les gens disent comment ça qu'ils font ça, mais c'était une bonne chose. Puis ça a été géré correctement. Parfait. Mais merci beaucoup, M. Ménard, d'avoir apporté votre point de vue. Honnêtement, c'est un point de vue extérieur qui vaut la peine d'être entendu. Donc, c'est ce qui conclut notre édition de Personne en parle, spéciale sur la fermeture de Whirlpool, qui, ça fait 20 ans cette année. Toi, Christine, qu'est-ce que tu retiens de cette longue discussion-là? Bien, moi, je retiens le sentiment de famille et de fierté qui est très présent dans les discussions qu'on a eues ce soir, dans nos lectures pour se préparer à toutes ces discussions-là. Moi, c'est ce qui m'impressionne le plus, c'est que malgré toutes ces années, malgré tout ça, c'est le grand sentiment de fierté, mais le sentiment de fierté depuis 1860. Parce que toi, tu viens pas d'ici, Non. puis lorsqu'on t'a présenté un peu le projet, on va parler de la fermeture d'une usine, ça fait 20 ans. Comment est-ce que tu as vu ça, toi, au départ? Bien, je trouvais que c'était un super beau projet, je trouvais que c'était important de le souligner, mais je saisissais quand même pas le pourquoi autant que je le saisis aujourd'hui. Avec toutes les recherches que j'ai faites dans les dernières semaines, avec toutes les discussions que j'ai entendues, le documentaire, La vie après la shop, j'ai saisi l'ampleur et l'importance que toi et moi, on ait la chance de co-animer tout ça pour faire honneur à ces centaines et ces centaines de travailleurs-là au fil des années. Moi, je trouve ça extraordinaire. Puis, dans le fond, moi, ce que ça me disait aussi, pour moi, un poêle Bélanger, ça goûte ma grand-mère. Dans le sens que chez ma grand-mère, il y avait un poêle Bélanger. On faisait des toasts dessus, c'était délicieux. Et là, dans ma maison, j'habite à Cap-Saint-Ignace, j'en ai un poêle Bélanger. Puis c'est niaiseux, suite à toutes nos discussions avec M. Gagné, avec mes recherches, bien, je me suis mis à 4 pattes pour ouvrir la porte pour voir c'était quoi le numéro de série de mon poêle, c'était quoi le modèle. Ah, il est émaillé. Donc là, c'est entre telle année et telle année. Donc, je me suis intéressée à mon propre poêle. Bien, vois-tu, j'ai pas un poêle Bélanger, mais j'ai un poêle Inglis qui a été installé par mon parrain, Jacques Leblanc, qui était président du syndicat, dans la cuisine de ma grand-mère, qui est maintenant dans mon appartement. Donc, honnêtement, je crois que cette entreprise-là a vraiment eu un gros impact sur la région. Puis, puis comme on a vu aussi après, ça va plus loin que juste la fermeture. Après ça, la région a dû se lever. Puis, il y a des gens qui, justement, se sont levés pour qu'on s'en sorte puis qu'on soit rendu là aujourd'hui. Donc, je crois que pour écrire l'avenir, il faut aller voir notre passé. Puis, je crois que c'est des choses qui sont importantes à se rappeler. Puis, c'est ça. Puis, j'ai aimé entendre le mot rêver, de se permettre d'être visionnaire. Moi, j'avoue que je pars avec quelque chose de... Bien, je suis de nature rêveuse dans ce sens-là, donc j'ai bien aimé entendre ces choses-là. Bon, bien, merci beaucoup, Christine. J'ai eu beaucoup de plaisir à co-animer avec toi. Merci. Bonne soirée. Merci, Cathy.